Bonjour à tous, merci de votre présence. Je vais vous parler du projet Virtual Fab Lab 4Ax qui est qui est une association dont le but est de promouvoir, développer et coordonner le code sous licence libre de la plateforme numérique Virtual Fab Lab 4Ax qui a pour objet donc de concevoir de manière collaborative des objets complexes, véhicules, robots, machines-outils, totalement innovantes car non disponibles actuellement. C'est un projet donc, qui est issu d'un Fab Lab universitaire qui a pris sa source en 2016. Dans le fonctionnement de ce Fab Lab universitaire très ouvert, en étant exigeant en application à la labellisation MIT, on s'est rendu compte de la nécessité d'avoir un outil de prototypage collaboratif, distant, y compris à l'international, par un public très hétérogène et pluridisciplinaire. Voilà, donc est né, sur ce besoin est né le projet Virtual Fab Lab 4Ax, qui aujourd'hui a connu un développement c'est devenu un projet finalement de recherche qui a été soutenu par l'Europe, le territoire région Bretagne, agglomération de Rennes Métropole, et qui a permis de développer une première phase de la plateforme qui permet en tous les cas aujourd'hui d'assembler des fichiers hétérogènes selon différents formats en sous-assemblage et assemblage, et également d'ajouter des vecteurs à des emplacements spécifiques sur des pièces. Il y a, pour que cette plateforme devienne utilisable pour les usagers et suscite, on va dire, des innovations dans un deuxième temps en matière de mécatronique, dans la conception de robotique complexe, donc à minima des développements de définition de pièces ou des assemblages via des scripts, mais également d'ajouter des données aux pièces, que ce soit des données fournisseurs en matière les matériaux, les prix, la nomenclature, également communiquer concernant en mode normalisé et sur les instructions de construction. Donc fournir en fait une bibliothèque de pièces à des usagers de manière ouverte. Un premier point de difficulté dans ce développement, enfin là en tous les cas aujourd'hui, c'est que ces développements nécessitent une expertise à minima pluridisciplinaire, à savoir c'est avant tout un objet, c'est la connaissance de la mécatronique, mais on est sur une plateforme numérique, donc bien évidemment que c'est un informaticien qui connaît le code de façon assez poussée. Donc voilà, c'est cette double expertise technologique de haut niveau qui permet le développement de la plateforme. Donc une plateforme qui a des objectifs sociétaux intéressants, c'est ce qui a stimulé aussi, qui stimule toujours aujourd'hui des partenaires et des acteurs, d'une part en matière de maintien durable d'outils de production, en faveur de la lutte contre l'obsolescence programmée, l'accélération des processus d'innovation comme l'ensemble, une bonne partie des logiciels open source sous licence libre, et donc la création d'écosystèmes d'économie circulaire permettant la production en petite ou grande série d'objets complexes basés sur la relocalisation des productions. L'idée étant aussi des objectifs, on va dire, plus philosophiques en matière de développement de société, pensée globale, agir local. En 2016, bon voilà, on était des doux rêveurs, mais depuis 2020, nous ne sommes plus des doux rêveurs.
Ces objectifs sont devenus tant en matière climatique, mais également la problématique du Covid, avec la nécessité de fabriquer des respirateurs, donc faisant appel à des technologies à l'international et de partager des robots, en fait, hein, pour faire face à cette pandémie, est devenue en fait très parlante, et la plateforme Virtual Cadrax là prenait tout son sens, et nous n'étions plus de doux rêveurs. Voilà. Donc l'organisation dans son fonctionnement. La plateforme a une première phase, hein, je le disais tout à l'heure, 2015-2019, de développement avec des soutiens publics, s'inscrivait dans le cadre d'une institution publique, l'Université de Rennes 1, avec un Fab Lab, certes, c'était un des premiers Fab Labs universitaires en France, rattaché à un laboratoire de recherche, qui lui-même n'a pas la thématique mécatronique, ni la thématique informatique, qui rendait donc complexe si vous connaissez les laboratoires de recherche en termes d'organisation, ils ont une thématique spécifique et ils se doivent de rester sur ce champ d'activité de discipline scientifique. Donc, ce qui rendait difficile de continuer le développement dans ce contexte de laboratoire, d'où la création en 2020 d'une association, de façon à ce que le code qui avait été développé puisse continuer à vivre. Qui dit association dit aussi des acteurs bénévoles. Et donc là, dernièrement, en 2022, on est rentré en relation avec un laboratoire de recherche en mécatronique. Donc la réflexion est lancée, ils sont intéressés. On rebondit sur la problématique que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que le développement de la plateforme suppose une connaissance approfondie en informatique, puisque le développement d'une plateforme numérique, c'est du développement de code. Tout ce projet, en fait, réinterroge aussi... mais je rebondis sur les deux présentations précédentes, je ne sais pas si vous les avez vues, quant à ces projets qui font appel à des applications sous licence libre et qui sont portées par des organisations bénévoles. Très souvent, donc, à un moment donné, on a bien vu dans les deux projets précédents, en tous les cas, le premier en lien avec la santé ou le lien avec les laboratoires de recherche, où effectivement, là, on trouve un espace, on va dire, organisationnel qui permet le développement de ce type d'outils. Mais ça réinterroge, en fait, on perçoit bien la capacité d'innovation de ces plateformes, de ces projets, considérant qu'ils n'ont pas forcément une place dans les structures d'innovation publique, à ma connaissance, aujourd'hui, en dehors des laboratoires de recherche. Mais bon, les laboratoires de recherche ont pour vocation à faire de la recherche et de l'innovation, certes, mais le développement d'une telle plateforme nécessite d'animer une communauté. Donc on a comment solliciter les communautés FreeCAD, par exemple, qui font également du développement de conception, mais qui n'ont pas ces fonctionnalités. Bon, pour le moment, on n'a pas eu de retour, considérant que voilà, le statut bénévole fait qu'on n'a pas toutes les disponibilités. Donc là, on pense qu'on est issu d'un espace de recherche publique. On est espace privé associatif. On va probablement, le projet va probablement continuer sa vie dans un espace public de recherche également. Mais voilà, c'était le propos de ma conférence, c'est ces projets, le constat de la réalité réinterroge en fait sur, la capacité d'innovation, l'intérêt d'un point de vue sociétal, tant en matière de transition énergétique pour répondre aux problématiques environnementales, en matière économique, on a parlé de relocalisation des productions, et donc comment porter ces projets et de les inscrire dans l'espace public. Enfin, ils ont une fonction publique, en fait,
et à qui s'adresser. Ça fait partie des constats, en tous les cas, de la vie de ces projets sous licence libre. Fort intéressant, avec des objectifs sociétaux, je dirais, quasi importants et indispensables, mais voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des propositions ou des exemples à... J'ai pas super bien compris. La partie catalogue de pièces, en gros. Oui. Alors d'un côté, je comprends effectivement l'idée de ne pas réinventer la roue, etc. Mais c'est quand même beaucoup de choses qui sont très particulières. Donc quand on fait l'impression 3D, etc., souvent on veut imprimer un truc qui est très particulier. Oui. Donc quand vous dites faire un truc par assemblage défini par script, en fait, je vois pas super bien à quoi ça correspond. Alors, moi, je ne suis pas technologue, je suis project manager. Je travaille avec une équipe qui, elle, effectivement, on a des technologues dans l'équipe, mécatroniciens d'ailleurs, et c'est ce qui fait c'est ce qui a rendu, ce qui a donné l'existence à ce projet. Ce sont des mécatroniciens passionnés de code. Donc, ce sont des développeurs et qui intègrent dans leur expertise professionnelle le développement de code à des fins mécatroniques. Voilà, donc on a double expertise. Donc là, je pourrais pas, c'est pas l'objet, je dirais, de la conférence. Ceci étant, j'ai donné les contacts et les relations vers le guide du projet. Et donc là, vous pouvez prendre contact avec notamment Guillaume Florent, qui a développé, qui est l'ingénieur de recherche qu'on a recruté sur ce projet. Autre problème que je n'ai pas évoqué, mais qui a été évoqué précédemment et notamment dans la conclusion, c'est les aspects juridiques. On a été confronté à des aspects juridiques, on est toujours. Donc on a un certain nombre de partenaires, y compris des partenaires sociétaux, et dans les partenaires, y compris des assureurs. On imagine bien que ce type de projet frotte avec le système propriétaire. Ça repose la question de l'assurance en matière d'usage d'un produit, d'un objet, d'un robot conçu sous licence libre, imprimé, trouvant une réalité, on va dire, via l'impression 3D et qui est par exemple monté dans un deuxième temps des pièces qui sont concrètement, matériellement parlant, assemblées dans un Fab Lab. Ou en cas de problème dans un deuxième temps, où se trouve la responsabilité, quoi. Qui dit objet complexe soulève des problématiques de sécurité liées à l'utilisation de matériel, que ce soit pour un véhicule, mais ça peut être un simple électroménager qui est électrique, par exemple. Voilà. Donc la question juridique qui a été évoquée aussi sur les présentations, les deux projets précédents, Natural Solutions, et aussi on la retrouve ici au travers du projet Virtual Fab Lab 4Drax. Je ne vais pas décourager les gens qui ont des projets dans ce sens, mais voilà, c'est intéressant aussi d'avoir je pense qu'il y a un certain nombre de projets aujourd'hui et petit à petit aussi des communautés d'échange quant à la manière d'aborder. Pour ce qui est des aspects juridiques, la MAIF, oui, c'est la MAIF qui offre des espaces d'expérimentation via des associations dites Fab Lab, tiers-lieux. Ils acceptent en tous les cas de couvrir certains aspects. En étant en mode virtuel, comment vous arrivez à avoir ce même mode, c'est aussi facile de rentrer en contact? Alors en fait, effectivement, initialement, la plateforme est issue d'un des premiers Fab Labs universitaires qui n'avait pas de lieu physique en soi au sein de l'université, qui s'organisait sous forme de hackathon ouvert, donc un espace temps et lieu de rencontre
de ce public universitaires, mais en lien avec la société, des retraités, des salariés, des passionnés, des artistes, des designers, qui, au cours de ces rencontres physiques, on a eu des moments d'idéation pour provoquer l'idée de prototypes à fabriquer. Donc, naturellement, des équipes, des projets, on va dire, de prototypes se sont dessinés lors de ces rencontres en présentiel. Comment maintenir la dynamique suscitée à l'occasion de ces rencontres en présentiel dans le temps. Donc là, la plateforme Cadres devenait intéressante, c'est-à-dire que les personnes peuvent continuer à interagir et continuer à développer le prototype à distance. Mais effectivement, ça suppose des rencontres en présentiel, je dirais au moins une fois tous les 6 mois, de façon à ce que les équipes se regroupent. Mais voilà, ça permet quand même des développements en distanciel. J'ai échangé avec un Fab Lab, enfin plusieurs, mais au moins un Fab Lab du Canada, un autre d'Inde, avec qui je suis toujours en lien. Et eux, ça les intéressait beaucoup, en fait, de l'idée de pouvoir prototyper avec nos équipes sur des objets, sur des prototypes communs, et de pouvoir échanger via une plateforme de cette nature. Voilà, ça nous intéressait, y compris en matière d'échange et d'innovation, de croisement de culture et d'expertise. Ouais. Voilà. Moi, je m'interroge sur la maintenabilité du code notamment. Est-ce que vous avez des méthodologies particulières Concernant la maniabilité du code, méthodologie, pas particulièrement. On a prévu. Pour le moment, le code, c'est un code sous licence libre. Il n'est pas, pour le moment, on l'a pas complètement ouvert parce qu'il y a eu un espace-temps de réflexion. C'est comment on maintient la vie de ce code, en fait. Donc là, il va reprendre sa vie localement, je dirais, au sein d'une université pour que les technologues, si je puis dire, se l'approprient et comment étudient la manière dont ils vont pouvoir le faire évoluer, considérant toujours avec cette problématique de la double expertise mécatronique informatique, en fait. Considérant que les laboratoires de recherche, eux, sont par discipline spécifique, soit informatique, enfin, souvent il y a des croisements, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Ce qu'on a prévu en tous les cas dernièrement, en lien avec ce laboratoire de recherche, c'est de l'ouvrir localement. On pense qu'une équipe à minima de 5-6, alors a priori en termes de profil, mécatronicien avec cette passion de développement du code, pourrait redonner une vie et une existence à minima officielle, permettre un usage et ouvrir le code à une communauté. Voilà. Donc c'est prévu, c'est programmé, un site, un hébergement, notre difficulté actuellement, c'était plus de trouver le temps nécessaire. C'est la spécificité de ces espaces, ces plateformes sous licence libre. On est sur un développement de communauté, donc de bénévoles en fait, ou de passionnés. Et donc ça nécessite un peu plus de temps. Pour l'instant, c'est pas prévu que l'association regroupe des salariés pour accélérer. Alors ça a été une perspective, effectivement. On a envisagé à un moment donné, pourquoi pas effectivement de faire un dépôt, de rechercher des financements. Là aussi c'est de l'énergie et du temps. Une des problématiques rencontrées a été à quelle institution s'adresser à proprement dit, compte tenu d'un business model pour la plateforme en elle-même difficile à trouver, si je puis dire, considérant que d'évidence, s'il y a un effet induit économique, puisque
ou des effets induits pour la société en matière de transition, etc. Ça va être pour les usagers, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser la plateforme. Et donc, effectivement, ça repose la question de ce type d'outils, de plateformes comme des espaces d'innovation, en fait, publics, certes numériques. Et donc, dans la recherche de financement, on a été confronté à ce domaine, puisqu'on voit bien que les effets générés par la plateforme, les effets positifs pour la société, sont très transversaux. Or, souvent, les appels à projets sont très verticaux, par thématique. On imagine bien que l'utilisation de la plateforme Cadrac puisse, par exemple, faciliter l'élaboration de machines agricoles, par exemple, adaptées à des régions spécifiques, à des territoires, à des terrains particuliers, voire à des modes d'agriculture évolutive. Donc ça, c'est le champ de l'agriculture. On imagine bien que sur le champ de l'obsolescence programmée, par exemple, et donc de l'économie circulaire, refaire le boulon ou reconcevoir le boulon tous les matins, on perd du temps et de l'énergie. Or, voilà, si on avait une bibliothèque qui nous proposait ce boulon à disposition, ou le petit assemblage qui permet donc de construire, on gagnerait du temps. Donc là, on est dans un domaine de l'industrie, je dirais, de la robotique et de l'électroménager. Ça touche les effets induits positifs, c'est ce qui rend complexe, en fait. C'est le problème qu'on a rencontré, on n'a pas... et qui fait aussi l'objet de ma présentation, c'est ça interroge vraiment sur l'utilisation de la plateforme en elle-même comme une action publique, finalement, au bénéfice de la société. Donc, l'espace associatif sert aussi à ça, à pousser dans de nombreux domaines, mais ça fait partie... ça reste toujours aujourd'hui, effectivement, puisque... une opportunité de financement, si elle se présente, effectivement, si on peut recruter un ingénieur de recherche pour continuer le développement, bien évidemment que ça nous intéresse. Oui.